Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Intermède 1. Après avoir connu une phase d'expansion économique sans précédent, le règne de Louis-Philippe s'achève sur une crise économique doublée d'une crise politique. La crise économique de 1847 est le résultat d'une surproduction industrielle devenue cyclique après 1825 et 1836, et si on ne s'accorde pas sur ses causes, ses conséquences sont évidentes. Méventes, diminution des salaires, chômage et finalement spirale de la récession économique qui frappe en bout de ligne la classe ouvrière. Le monde ouvrier, avec ses salaires de misère face à la cherté de la vie, résultante de la crise économique, est plongé dans la précarité. L'insalubrité, la faim, la maladie sont son lot quotidien. La mortalité maternelle et la mortalité infantile, surtout quand l'accouchement se fait à l'hôpital où sévissent les fièvres puerpérales, atteignent des sommets, mais la mort d'un enfant est si courante que la plupart des ouvriers voient périr leur enfant dans l'indifférence quand ce n'est pas avec joie. Dans l'incapacité de s'assurer une épargne pour faire face à la maladie ou l'accident de travail du chef de famille, un nouvel enfant et le chômage peuvent faire basculer de la très grande pauvreté dans une misère affreuse. On a avancé le chiffre de 1 320 000 personnes secourues en France en 1848-2. Au milieu de l'éventail social, la classe moyenne supporte de plus en plus mal le régime autoritaire de la monarchie constitutionnelle, où la Chambre des pairs, composée d'aristocrates, et la Chambre des députés sélectionnée par le cens, une chambre de fonctionnaires, ne représentent pas les intérêts du peuple. Le vieux roi et son premier ministre Guizot qui s'opposent à toute réforme, celle du cens électoral entre autres, font monter une opposition bourgeoise, essentiellement parisienne, de plus en plus exaltée. Les réunions politiques ayant été interdites, le parti de la Réforme trouve une échappatoire dans des campagnes de banquets, où l'on peut échanger des idées. La pensée sociale d'un Louis Blanc ou d'un Ledru-Rollin n'en est pas absente. Mais il arrive que les esprits en ébullition, parfois échauffés par les libations, transforment ces banquets en émeutes. C'est entre ces deux mondes qu'évolue la classe médicale. Dans les grandes villes, elle appartient naturellement à la bourgeoisie, mais reste proche des pauvres de par son contact permanent avec les malades des hôpitaux et souvent par ses origines. En effet, plusieurs des médecins que nous évoquerons dans les pages suivantes sont issus de milieux modestes et pour poursuivre leurs études, ont débarqué à Paris où ils ont vécu dans des conditions misérables, un galetas pour logement, un repas un jour sur deux. Pour payer leurs études, leurs parents sacrifient jusqu'au nécessaire quand ils ne sont pas dans l'incapacité absolue de fournir une aide quelconque. Citons Alfred Velpeau, fils d'un ouvrier maréchal-ferrant de village qui, pour survivre, achète le surplus du pain de munitions de la caserne voisine. Jobert de Lamballe, issu d'une famille bretonne aussi pauvre que nombreuse, distingué et soutenu dans ses études par des protecteurs, dont le recteur de sa paroisse. Pierre-Nicolas Gerdy venant d'une famille de cultivateurs qui refuse le soutien de ses parents dont il connaît trop bien la pauvreté et vit d'eau et d'une boule de pain et de fromage. Joseph-François Malgaigne, fils des apostrophes. Un modeste officier de santé lorrain qui monte à Paris. La misère l'y attendait trois. La réussite au concours d'internat, en même temps qu'elle est la première étape de leur carrière, leur assure enfin le gîte et le couvert. À l'hôpital, il est tout aussi impossible d'oublier la misère du peuple. En 1849, Bérard, nouveau doyen de la faculté de médecine à Paris, félicite les internes en médecine qui ont soigné les colériques. Souvent confrontés à la misère, ils ouvrent leurs bourses pour payer les médicaments 4. Les conditions d'hygiène sont déplorables, la promiscuité, la contagion, l'érysipèle surtout, le tétanos, la gangrène, la pourriture d'hôpital sont parmi les facteurs conduisant à une mortalité effrayante. Paul Dubois nous apprend que, en 1847, sur les 5 premières femmes éthérisées avec succès pour un accouchement laborieux, 2 par la suite sont mortes de pelvipéritonite 5. Dans les amputations de membres, la mortalité peut dépasser 50% pour le bras et atteindre 70% pour la cuisse 6. Et pourtant, pour ces médecins habitués à côtoyer la mort, il sera insupportable d'en être l'instrument dans les accidents d'anesthésie. Mais ces médecins, fondamentalement, ont l'esprit bourgeois. L'idéal bourgeois à cette époque, c'est tendre à une aisance qui met à l'abri du besoin, qui assure l'avenir, aisance acquise au prix d'un travail acharné. C'est, tout au moins pour les chirurgiens dont nous allons parler, une aspiration à une position hiérarchique élevée, une soif de notabilité,
quo non ascendam? Les concours, internat, prosectorat, bureau central et chef de service, agrégation, professorat et chaire, académie, et finalement institut sont les échelons de cette ascension sociale qu'il n'est pas donné à tous de gravir. C'est aussi, pour ces médecins, l'honneur d'appartenir à cette caste enviée qu'est l'École de médecine de Paris. Cette école doit sa notoriété à des médecins, tels Pinel, Bichat ou Laennec, pour ne citer que les plus grands qui, au début du siècle, ont inventé la méthode anatomo-clinique. Au lieu des discours, des aphorismes et des opinions, c'est l'observation du malade qui prévaut, complétée par la percussion et l'auscultation. La vérification anatomique et plus récemment la chimie et le microscope permettent une classification et une meilleure compréhension des processus pathologiques. Les hôpitaux de Paris sont, dès lors, le lieu privilégié de cet apprentissage et attirent les étudiants de toute la France. L'École de Paris rayonne par ses sociétés savantes. Abolies par la Révolution, elles ont été ensuite reconstituées. Tout d'abord l'Institut avec ses 5 académies, dont l'Académie des sciences qui comporte une section médecine, figure I1, puis plus tard la nouvelle Académie royale de médecine avec une section de chirurgie, le Collège de France. De nombreuses sociétés libres voient le jour. On en dénombre 14 à Paris en 1845-7. Ainsi cette école de Paris attire des étrangers, venus de toute Europe mais aussi des États-Unis. Plus de 1800 selon Michael Gueriguit, médecin, dentiste, chercheur, physicien et chimiste, fabricant d'instruments. Pourtant, si les avancées du début du siècle ont été déterminantes, les découvreurs ne sont plus en 1846 parmi les médecins. Ils sont dans les laboratoires avec Magendie et Claude Bernard et plus tard Paul Bert et d'autres. Ils sont aussi parmi ces Américains assez hardis pour appliquer aux malades des amusements de foire et assez persévérants pour les imposer. Malgré cette situation parisienne, encore brillante en apparence, la stagnation des études de médecine, inchangée depuis Napoléon Ier, fait craindre un déclin proche. Une réforme est à l'étude en 1847. Le principe de l'unité de la médecine est proclamé. Il n'y aurait plus qu'un seul corps de médecins formé en 5 ans au lieu de 4, et le corps des officiers de santé, cette classe de sous-médecins formés en 1 an, serait remplacé par des médecins cantonaux nommés par les préfets. On y prévoit des conseils, dont le rôle semble très proche de celui de l'actuel ordre des médecins. Cette réforme, élaborée par un congrès médical regroupant 1500 médecins et plus particulièrement par une commission permanente, a été remaniée par le gouvernement qui entend avoir la haute main sur les concours et les nominations. L'opposition des médecins à la mainmise de l'État sur la profession, bien en accord du reste avec le parti de la Réforme, le corps médical doit agir spontanément et librement retarde le vote de la loi par la Chambre. Joseph F. Malgaigne, député de Paris fraîchement élu, est chargé de défendre la position de ses confrères 10. La Révolution de 1848 renverra au calende grec, à 1892 exactement, la réforme nécessaire. Figure I1. Mort de Gavroche, édition populaire des Misérables. Figure I2. Une séance à l'Académie des sciences, gravure extraite de Les merveilles de la science de Louis Figuier. À ce moment arrive des États-Unis la grande nouvelle, on peut opérer sans douleur. Après quelques semaines d'hésitation, et à la suite d'essais plutôt ratés, chacun se lance dans l'éthérisation. Puis l'évolution des instruments permet la rapide maîtrise de la technique, c'est l'explosion. Pas moins de 114 interventions à l'Académie des sciences pour la seule année 1847, et des centaines de pages dans les bulletins de l'Académie de médecine. Les auteurs sont des titulaires ou des correspondants. Ils viennent tant du privé que des hôpitaux, de province que de Paris, des laboratoires de physiologie que des laboratoires de vétérinaires, ou encore de fabricants d'instruments. Cette effervescence française est un cas isolé. Au royaume LLNI, l'étude de l'anesthésie est le fait d'un seul homme ou presque, John Snow. En Amérique, la question des brevets et des dollars qui s'y rattachent oblitère le débat. En Allemagne, le mouvement est moins massif. 1 an plus tard, arrive le chloroforme. Très vite, le débat scientifique sera biaisé par des questions de responsabilité judiciaire et n'atteindra plus le niveau de ferveur qu'on avait ressenti la première fois. À chaque anesthésie, la question de vie ou de mort se trouve posée. C'est dans ce contexte que survient la Révolution de 1848.
L'interdiction des banquets a mis le feu aux poudres chez les bourgeois du Parti de la Réforme, lequel rejoint alors la révolte des ouvriers au chômage. Et en février 1848, après quelques jours de barricades et d'émeutes, le régime se défait. La garde nationale, n'ayant pas voulu tirer sur les manifestants, a laissé piller les arsenaux. Louis-Philippe abdique et s'enfuit. Un gouvernement provisoire proclame la République. Cette République est accueillie avec enthousiasme par les médecins. L'Union médicale, qui informe ses lecteurs de toutes les nouvelles touchant la profession, aussi bien médicale qu'administrative, organise une souscription pour la République 12 qui récoltera pendant plusieurs mois des fonds dont on n'entendra plus parler après le mois de juin. Un vent de réforme souffle sur les médecins. La refonte de l'administration des hôpitaux de Paris et des bureaux de bienfaisance sera à l'origine de la création en 1849 de l'administration de l'assistance publique à Paris. Après élimination du doyen Orfila, trop lié au régime précédent, Bouillot, nouveau doyen nommé, voudrait être élu par tous les membres de l'université, y compris les étudiants 13. On se réjouit de l'abolition de la peine de mort et du travail dans les prisons, encore qu'on puisse estimer qu'il faudrait réserver 14. Des travaux insalubres ou dangereux, permettant de décharger sur le rebut de la société les chances de maladie ou de mort qui incombent à l'honnête ouvrier. L'exigence première de cet honnête ouvrier est le droit au travail qu'on avait pensé inscrire dans la nouvelle Constitution. Pour y satisfaire, des ateliers nationaux sont ouverts où les ouvriers sont embauchés pour des travaux d'intérêt public au tarif de 2 francs par jour. Mais la crise économique est toujours là et les nouveaux dirigeants sont de piètres économistes. Les 2 francs attirent les paysans des campagnes, bientôt le travail et l'argent viennent à manquer. On songe alors à déporter cette masse d'ouvriers loin de Paris, pour assainir la Sologne par exemple, car on a conscience du danger qu'elle représente. N'oublions pas que depuis février, les ouvriers sont armés. C'est pour s'opposer à cette décision qu'éclate la nouvelle révolution, uniquement ouvrière cette fois, la canaille, que Cavaignac, ministre de la guerre du gouvernement provisoire, écrasera sans scrupule. La sanglante répression des journées de juin fera de nombreuses victimes. Les blessés seront acheminés dans les hôpitaux. À Lyon, on dénombre 40 blessés de juin hospitalisés à l'Hôtel-Dieu. Cette fois, dans les journaux médicaux, on ne perçoit pas grand-chose de ce grand mouvement social. Tout au plus se pose-t-on la question : faut-il dénoncer les blessés de juin hospitalisés ? Pour l'honneur de la corporation, la réponse est non. 15. À l'Académie de médecine, la seule allusion qu'on trouve est faite à propos de la mort sous chloroforme de 2 blessés de juin qui sont décrits anémiés, infectés, douleurs vives, sombre désespoir. 16. Les académiciens, dont l'inanité est dénoncée par l'éditorialiste de l'Union médicale, imperturbables en apparence, continueront de discuter pompeusement, semaine après semaine, de leurs problèmes de fièvre intermittente, de techniques chirurgicales, de choléra et d'accidents d'anesthésie. Et tandis que la société retrouve peu à peu son équilibre politique et son expansion économique, l'Académie de médecine, suivant les changements de régime et sans plus de commentaires, de royale deviendra nationale puis impériale. Chapitre 2. L'anesthésie par inhalation. Première partie. L'éther. À bas le magnétisme. À l'éther seule la royauté, des débris du charlatanisme, un socle au flacon enchanté. Alph. Géode à l'éther, Union médicale, 26 février 1847. L'idée d'inhaler des substances qui soient capables d'entraîner le sommeil et l'insensibilité est vieille comme le monde. De l'Odyssée à la Genèse et jusqu'à Poutine en 2002, des substances mystérieuses, non identifiées, ont prétendument rempli cette fonction, que ce soit pour délivrer de la magie des hommes transformés en porcs, pour la naissance d'Ève ou pour libérer des otages. Pour inhaler des substances, il faut qu'elles soient à l'état gazeux ou sous forme de vapeur de liquide volatile et qu'elles pénètrent dans l'organisme par la ventilation. Disons d'emblée que des substances telles que celles qui entrent dans la composition des éponges salénitaines peuvent rentrer dans cette catégorie, à condition de disposer de solutions alcooliques volatilisables. Alain Segal a évoqué l'idée que si elles étaient efficaces, c'est parce qu'elles étaient absorbées par la muqueuse nasale et transportées par les vaisseaux,
ou par une voie plus directe allant vers le cerveau à travers la lame criblée de l'ethmoïde. Après tout, la voie PER-NARES est celle qui a été utilisée pour le tabac à priser, la cocaïne, et plus près de nous, la post-hypophyse. Venons-en à des substances que les alchimistes ont recueillies à l'extrémité de leurs alambics. Parmi elles, l'une a franchi les siècles et s'est révélée celle avec laquelle Morton a offert au monde l'anesthésie, l'éther sulfurique. D'autres n'ont pas été reconnues au moment de leur invention. Le chloroforme, qu'Albert Legrand a peut-être distillé en faisant agir de la chaux vive sur du vin et que des chimistes plus modernes ont synthétisé sans en percevoir l'intérêt thérapeutique. Le protoxyde d'azote, qui n'entra dans les salles d'opération que 90 ans après son invention par le chimiste anglais Priestley. Oleum vitriolis dulce. La légende veut que l'éther ait été fabriqué par Jabir ou Geber, un philosophe arabe, 8e siècle. On sait en tout cas que les alchimistes du XIIIe siècle, Raymond de Lul 1234 à 1315, vers 1275, Arnaud de Villeneuve 1238 à 1316, devaient bien le trouver dans leur alambic. Ils faisaient agir de l'acide sulfurique sur l'esprit de vin, et obtenaient l'oleum vitriolis dulce. Ce qui est étrange, c'est que cette formule fut conservée alors que l'on n'avait point vu l'usage médical qu'on pouvait en attendre. La tradition est gardée entre autres par Basile Valentin, vers 1400, et par ses contemporains, les frères hollandais Isaac et Jean. Beaucoup plus tard, vers 1540, Paracels, 1493 à 1541, reprenant les travaux des Hollandais, précisa son mode de fabrication et observa les effets de l'oleum dulce sur les poules qui, soit par voie digestive soit par inhalation, s'étaient endormies 19. Cependant, il faut noter ici en ce qui concerne ce sulfure que de toutes les choses extraites du vitriol, c'est le plus remarquable parce qu'il est stable. Et de plus, il lui est associé une telle douceur qu'il est pris même par des poulets, et ils en tombent endormis pendant un moment mais ils s'éveillent plus tard sans dommage. Operum Medico-Chimicorum Sive Paradoxorum, première édition 1605. Il en entrevoit l'utilisation médicale pour soulager les douleurs. Dans la mesure où un alchimiste entoure de secrets ses modes de fabrication, à cet égard, Paracels est déjà un chimiste puisque son apprenti Valerius Cordu, 1515 à 1544, recueillit la formule de sa préparation et la publia dans son livre De Artificiosus Extractionibus. 2 siècles plus tard, en Angleterre, le chimiste Robert Boyle, 1627 à 1691, qui fit sortir la chimie des obscurités de l'alchimie, mentionna une opération où il aboutissait à la synthèse de l'éther, de même que Newton, qui n'était pas seulement physicien. Le chimiste allemand Frobenius, dans les Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres, présenta en 1730 un mode précis de préparation de ce qu'il appela le spiritus vini aereus, littéralement l'éther extrait de l'esprit de vin, c'est-à-dire extrait de l'alcool. Dès lors l'éther est reconnu comme un médicament antalgique qui se prend à l'intérieur, autrement dit par voie digestive. Nous avons vu au chapitre précédent que Lavoisier cherchait à comprendre le mécanisme de ces effets antalgiques, quand il était pris par voie orale. Le médecin et chimiste allemand Frédéric Hoffmann, 1660 à 1742, prescrivait un mélange de son fait, la liqueur anodine, Licor mineralis anodinus Hoffmanni, qui n'était rien d'autre qu'un mélange à partie égale d'alcool et d'éther. Il avait repris les formules de Paracels pour la préparation de l'éther. Ce mélange alcool-éther a été plus tard préconisé, et même utilisé avec succès vain. Si quelquefois on inhalait de l'éther, c'était mélangé à l'alcool ou bien en si faible quantité que l'on n'arrivait pas à la perte de conscience. C'est dans les froliques parties que le public s'amusa à le sniffer, ce qui amenait à un état d'excitation plaisante et rarement à la perte de conscience. Les effets antalgiques étaient incidemment découverts, mais l'inhalation n'était presque jamais proposée par les médecins. En 1818, une note anonyme, attribuée à Michael Faraday, mettait en garde contre ces effets stupéfiants 21. L'éther avant l'éther. On appelle éther le produit de la distillation d'un corps issu de l'action de l'alcool éthylique sur un acide. Selon l'acide utilisé, on obtient à partir de l'acide sulfurique l'éther sulfurique, de l'acide nitrique l'éther nitrique, etc. Vauquelin mit en évidence le fait que, à la fin de la réaction, l'acide était retrouvé inchangé, voir chapitre 1.
On connaissait ainsi des éthers phosphoriques, muriatiques, chlorhydriques. On dit de nos jours éther diéthylique. La formule générale des éthers est RCOCr. En France, le pharmacologue Mathieu Orfila 1787 à 1853, dans son traité de médecine légale, édition de 1826, traite des effets de l'éther sur l'économie animale en une seule phrase et renvoie le lecteur au chapitre Alcool 22. Il avait déjà étudié cette question en 1812, comme il le dira plus tard aux académiciens. L'éther agit sur les animaux à peu près comme l'alcool, mais avec plus d'énergie. Le physiologiste Magendie, comme nous l'avons vu au chapitre 1, l'avait expérimenté sur les chiens. Il avait utilisé la voie rectale 23. Quand vous ajoutez de l'éther à un lavement, vous reconnaissez bientôt dans l'air expiré l'odeur caractéristique de cette substance. L'éther est transporté dans le torrent de la circulation. Il s'échappe par la voie de la respiration. J'injecte dans le rectum d'un chien une petite quantité d'éther. Quelques secondes à peine se sont écoulées, et déjà ceux qui m'entourent reconnaissent l'odeur de cette substance dans l'air expiré. L'animal est chancelant et paraît disposé à dormir, ce qu'il faut attribuer aux propriétés enivrantes de l'éther que les courants sanguins ont emporté vers le cerveau. En 1831, dans leur dictionnaire des sciences médicales, François-Victor Merat et Agi Lance l'indiquaient dans le traitement des douleurs nerveuses, des migraines, du cou. Ils en indiquaient le mode d'administration. On administre l'éther en vapeur au moyen d'un flacon dont une tubulure reçoit un tube droit qui plonge, par une extrémité dans l'éther, par l'autre dans l'air, et dont la seconde tubulure, recourbée en arc, s'adapte à la bouche du malade. Celui-ci aspire, et l'air qui rentre par le tube s'imprègne d'éther en traversant ce liquide. Cet exercice prolongé pendant 1 ou 2 minutes est ordinairement renouvelé plusieurs fois par jour. Introduit à l'état liquide dans le canal auditif, l'éther pouvait provoquer un état syncopal. Prosper Ménière, spécialiste des maladies de l'oreille, rappela que son prédécesseur, le docteur Itard avant 1821, faisait pénétrer de l'éther réduit en vapeur à la dose d'1 gramme, dans la caisse du tympan en passant par la trompe d'Eustache, ce qu'à partir de 1838, Ménière avait repris pour soulager des douleurs et traiter certaines surdités. L'effet était local et n'allait jamais jusqu'à l'ivresse 25. En fait, l'éther était utilisé depuis longtemps en usage médical et nous dirions paramédical. Christophe Fortuné Ducrot revendiqua sa priorité sur les Américains. En 1840, il avait obtenu un sommeil cataleptique en faisant inhaler l'éther à des gallinacés. En friction dans la cavité buccale, 2 centigrammes étaient aussi actifs que 2 grammes PEROS. Il se servait aussi des propriétés stupéfiantes de l'éther pour endormir des hypocondriaques. C'est ce qu'il avait exposé en 1846 dans un mémoire à l'Académie des sciences intitulé « Effets physiologiques de l'éther sulfurique », d'après la méthode des frictions buccales et pharyngiennes chez l'homme et chez les gallinacés 26. De multiples prescriptions se basaient sur cet effet stupéfiant, mais ces faits seront surtout proclamés en 1847. On apprendra que le chimiste Louis-Jacques Thénard soignait ses caries dentaires à coups d'acide chlorhydrique, et que pour soulager l'horrible douleur qu'il s'imposait, inhalait de l'éther 27. On se rappellera alors qu'une thèse avait été publiée, en 1842-28. Un docteur Simon avait traité des accès de suffocation, en faisant respirer la vapeur d'éther 29. Un docteur Delaroche, beau-père du naturaliste Auguste Duménil, l'avait utilisé en inhalation 30 ans auparavant pour calmer la toux. Dans le chapitre historique de sa thèse consacrée en 1847 à l'anesthésie par l'éther, François-Joseph Lache rappelait qu'on devait à un certain Gross l'introduction de l'éther en France en 1734-30. Lache soulignait sa large utilisation par les médecins. Ce joujou de la science, comme l'appelle un docteur anglais. L'éther se prend en liquide ou en vapeur, respiré directement du flacon. Embaumant la voie publique comme les boudoirs, les vapeurs éthérées ont arraché à la mort plus d'un pauvre en proie à des convulsions les plus effrayantes, ont calmé plus d'une fois la migraine et les douleurs d'affection terribles qui n'épargnent pas le riche. J'ai vu des observations de cancer du sein, dont les douleurs ont été combattues avec succès par des inhalations de vapeur d'éther sulfurique. L'éther est là, et on a laissé échapper l'occasion que les dentistes américains sauront saisir.
Hôpital Saint-Louis, mardi 15 décembre 1846. Antoine Jaubert, 1799 à 1867. Au programme opératoire ce matin-là, Antoine-Joseph Jaubert, de Lamballe, figure I1, a inscrit M. Pierre Diet pour l'opérer d'un cancer de la lèvre inférieure. Ce patient âgé de 59 ans, exerçant la profession de charretier, a été hospitalisé le 7 décembre dans le service de M. Jaubert, au numéro 33 de la salle Saint-Augustin. Il souffre depuis 18 mois d'une lésion de la moitié gauche de la lèvre inférieure qui s'est progressivement étendue et ulcérée, et a saigné sous l'effet d'un traumatisme. Un jeune médecin américain étant venu à l'hôpital Saint-Louis, engager le chirurgien à essayer l'inhalation d'éther, ce dernier l'applique le jour même. Mais laissons la parole à M. Gustave Goguet, interne à l'hôpital Saint-Louis, qui en fit le compte-rendu complet dans la Gazette des hôpitaux civils et militaires 31. Nous rapporterons d'abord l'observation du malade qui fut le premier, en France, chez lequel on expérimenta l'aspiration de la vapeur d'éther sulfurique comme moyen de prévenir la douleur dans les opérations chirurgicales. Ce ne sera peut-être pas sans intérêt que l'on apprendra quel fut l'appareil dont se servit en cette circonstance un docteur américain, ami de Morton, en présence de M. Jaubert. Le 15, M. Jaubert, sur le point de pratiquer l'opération, confia ce malade aux soins du docteur américain, afin qu'il le rendît insensible à la douleur. Voici comment il s'y prit. Ayant apporté un globe de verre à 2 tubulures et une fiole contenant de l'éther, on introduisit des morceaux d'éponge dans le vase et on y versa le liquide contenu dans la fiole. Aussitôt l'odeur caractéristique de l'éther se répandit. Tous les assistants perçurent la même sensation et pensèrent qu'on devait ainsi enivrer les malades. On recommanda alors d'aspirer fortement, afin que l'air chargé de vapeur d'éther pénétrât dans la cavité buccale et de là dans les voies respiratoires. Disons qu'au bout de 18 minutes, il n'avait pas encore pu obtenir quelques symptômes bien tranchés. L'expérimentateur manquant des objets nécessaires pour terminer l'expérience, M. Jaubert se mit à pratiquer l'opération. Depuis cette époque, M. Jaubert a répété lui-même plusieurs expériences, soit à l'hôpital, soit en ville, pour apprécier les effets de l'éther. Donc l'anesthésiste n'a pas obtenu des signes bien tranchés d'anesthésie. Le rapporteur nous dit que le docteur américain ne disposait pas de tout le matériel. Que lui manquait-il? N'avait-il pas assez d'éther? Jaubert mettra en cause non seulement la quantité insuffisante d'éther, mais également l'appareil qui était mal conformé 32. Il y avait aussi l'inexpérience du docteur américain. Celui-ci mettra clairement en cause la lésion buccale dont était atteint le patient, et compromettant l'étanchéité du système. L'ami du docteur américain, William Thomas Green Morton, était ce dentiste de Boston, devenu bientôt célèbre, à qui l'on doit l'invention de l'anesthésie à l'éther. L'appareil décrit par Goguet ne ressemble pas à celui dont s'était servi le dentiste pour sa grande première du 16 octobre 1846 au Massachusetts General Hospital. Morton avait obtenu du chirurgien John Collins Warren de procéder à un essai anesthésique au cours d'un acte chirurgical, alors que jusque-là ses essais cliniques n'avaient porté que sur ses propres clients de chirurgie dentaire. Il avait cherché jusqu'au dernier moment à améliorer son appareil, et dans ce but était retourné dès l'aube chez son fabricant d'instruments. Cela lui avait valu d'arriver en retard à l'hôpital et de s'attirer cette réflexion de Warren qui pensait que son anesthésiste n'avait pas osé venir. Je pense que M. Morton est retenu ailleurs, et comme ce dernier arrivait, eh bien monsieur, votre malade est prêt 33. À quelques jours de là, ajoute M. Jaubert, voir note 15, en fait 3 semaines plus tard si du moins l'on s'en tient aux observations publiées, 2 nouveaux essais sont couronnés de succès, en 4 minutes et 17 minutes respectivement. Pour ces essais M. Jaubert n'avait à sa disposition qu'un flacon à double tubulure. Il emploie pour les suivants l'appareil de M. Charrière. Suit la description détaillée de 8 cas tous réussis. Jaubert, bien que manifestement intéressé par la proposition de l'Américain, n'a pas au départ attaché une importance majeure à l'événement sans doute en raison de l'échec initial. C'est son interne qui rédige l'article Princeps. Ce n'est que le 2 février 1847 que Jaubert révèle à l'Académie de médecine son premier essai. On croit l'entendre presque s'excuser devant Malgaigne de sa priorité 34. Figure I1.
Portrait de Jobert de Lamballe. Je suis, je crois, le premier chirurgien qui ait expérimenté le moyen en question à Paris. Ma première expérience remonte au 15 décembre. Un jeune médecin américain étant venu à l'hôpital Saint-Louis. Comment parvint l'information? Qui était donc ce jeune docteur américain? Goguet nous a appris que c'était un ami de Morton. Il s'agit d'un dentiste, sans doute compagnon d'études de Morton, qui exerçait à Paris 35. Il avait reçu en novembre un courrier de la Nouvelle-Angleterre, figure II2, relatant l'événement et lui demandant d'en être le héros auprès des chirurgiens français. Le mystère sera éclairci quelques semaines plus tard dans un article du Boston Medical and Surgical Journal, signé F.W. Fisher, Sic. 36. Fisher y explique qu'il a été contacté par un ami médecin, et s'en est allé trouver Velpeau qui, on va le voir, rejettera la proposition. Il est alors invité par le docteur Jobert à administrer l'éther à un de ses patients. À la séance de l'Académie des sciences du 18 janvier 1847-37, Velpeau nous révèle, à propos des inhalations d'éther, que une lettre du docteur Warren de Boston me l'a fait connaître il y a plus d'un mois et monsieur le docteur Willis Fisher, Sic. De la même ville, est venu me proposer d'en faire l'essai à la Charité vers le milieu du mois de décembre dernier. Ailleurs, il a précisé qu'il s'agit d'un dentiste 38. Mais Velpeau, figure I3, ne saisit pas l'occasion, il n'y croit pas, et il est vrai que son démonstrateur, qui n'a pu s'exercer que sur lui-même et n'a pas été un témoin direct de la technique qu'il recommande, ne devait pas s'avérer très convaincant. Cette réserve, Velpeau s'en fera bientôt un atout devant les attaques du physiologiste Magendie qui reproche aux expérimentateurs leur témérité et leur empressement à publier et à communiquer leurs observations sans aucun recul. Figure II2. Un des 3 bateaux de la Cunard Line, qui, au cours du mois de novembre 1846, apporta à l'Europe l'annonce de l'anesthésie chirurgicale. Sur cette image, datée de décembre 1844, on voit un chenal tracé dans les glaces du port de Boston. L'incrédulité de Velpeau suscitera des réflexions ironiques de la part de Fisher. Qu'une découverte puisse être faite en Amérique, à 3500 miles de Paris, est un phénomène tout à fait anormal. Morton avait déposé un brevet le 26 octobre 1846 au nom de William Thomas Green Morton et Charles Thomas Jackson. Ce dernier, chimiste reconnu par l'establishment bostonien, ne voulait pas se commettre avec un obscur dentiste comme Morton. Aussi avait-il dédaigneusement refusé une participation de 10% sur les bénéfices, et s'en était-il tenu à un versement unique de $500. Mais bientôt, il s'avéra que l'éthérisation n'était pas une blague, un humbug selon les propres mots de Warren, et Jackson tenta de s'en approprier intégralement la paternité. Dans une lettre écrite le 13 novembre 1846, complétée le 1er décembre et reçue le 18 décembre à l'Académie des sciences, il revendique la totale responsabilité de la découverte et prétend que Morton lui a servi en quelque sorte de simple technicien. Il s'arrange pour ne pas le désigner par son nom. En déterminant un dentiste de la ville à administrer la vapeur d'éther aux personnes auxquelles il devait arracher des dents. Je priai ensuite ce dentiste d'aller à l'hôpital général du Massachusetts et d'administrer la vapeur d'éther. Cette lettre, comme c'est l'habitude à l'Académie pour préserver des droits sur une invention encore incertaine, est gardée sous pli cacheté et ne sera ouverte à la demande de son destinataire, l'académicien Élie de Beaumont, que le 18 janvier 1847-39, au moment où la valeur de l'éthérisation est reconnue par les chirurgiens parisiens. Velpeau, qui va défendre Morton, déclare, confère note 20. Le secret dont il est question n'est plus un secret depuis longtemps. Les journaux de médecine l'ont divulgué en Amérique et en Angleterre dès le mois de novembre. Une lettre du docteur Warren de Boston me l'a fait connaître il y a plus d'un mois, et monsieur le docteur Willis Fisher, Sic. De la même ville, est venu me proposer d'en faire l'essai à la Charité vers le milieu du mois de décembre dernier. On voit ainsi que Jackson n'a pas eu en France d'influence sur l'introduction de l'anesthésie à l'éther. Pendant ce temps, en Angleterre, la nouvelle est parvenue dans les mêmes délais. C'est un bateau de la compagnie Cunard Line partant de Boston le 28 novembre 1846, qui amène à Londres au Dr Francis Booth un article du Dr H.J. Bigelow relatant les éthérisations de Boston 40.
Les Anglais s'empareront immédiatement de l'événement et commenceront les premières éthérisations 2 jours après Jobert. La première publication et ses suites. Joseph-François Malgaigne. La séance de l'Académie de médecine du 12 janvier 1847 est le véritable point de départ de l'anesthésie inhalatoire en France. Malgaigne, lui aussi chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, rapporte ses 5 premières expériences dont 3 avec un succès complet, une partiellement réussie et un échec 41 figure II3. Il explique que c'est à la suite des observations publiées dans les journaux anglais qu'il a entrepris ses essais. Il est pourtant plus que probable qu'il a été témoin de la première tentative faite chez Jobert. Quelques mois plus tard, dans son journal, la Revue médico-chirurgicale de Paris, après avoir rapporté de larges extraits de l'article de H. Bigelow, il ajoute : comme on le voit, Morton n'avait pas encore révélé son secret, mais nous savons aujourd'hui qu'il se sert de l'éther sulfurique en vapeur, mêlé à l'air atmosphérique. Et lorsqu'il est venu récemment à Paris, c'est avec l'éther qu'il a tenté lui-même une expérience à l'hôpital Saint-Louis sur un malade de M. Jobert. Malgaigne se révèle lui aussi plus qu'approximatif. De toute évidence, celui qui se trouvait le 15 décembre à l'hôpital Saint-Louis ne pouvait être Morton. Ce dernier, à Boston, était bien trop occupé à défendre ses droits contre les attaques de Jackson. Nous savons que le 28 décembre Morton présentait au Congrès américain un mémoire affirmant ses droits sur sa découverte. Nous savons aussi qu'il avait chargé de nombreux correspondants de par le monde de répandre sa technique tout en préservant son brevet. Ainsi avait-il désigné Dor à Londres, Smith à Constantinople, et nous l'avons vu, Fischer à Paris. Malgaigne, cependant, n'a pas eu en main l'appareil de Fischer. La description qu'il fait de son appareillage ne permet guère de comprendre comment il a procédé et surtout comment il a pu réussir. Rien d'étonnant alors que les essais de ses confrères au cours de la semaine suivante se soient révélés infructueux 43. Le 18 janvier, Velpeau décrit ses tentatives et celles de ses confrères. Faut-il prendre à la lettre toutes les merveilles qui se débitent ? Je sais qu'à l'Hôtel-Dieu et à l'hôpital Beaujon, M. Roux et M. Laugier n'ont pas obtenu de résultats plus concluants. Il faudra attendre l'appareil de Charrière pour enregistrer des succès plus constants. Bientôt tous les chirurgiens y vont de leur communication. Dès lors l'enthousiasme gagne non seulement les médecins et la presse médicale mais aussi les salons et la presse politique. Figure II3. Velpeau et Malgaigne. L'explosion de l'éthérisation. Malgaigne poursuit avec persévérance ses éthérisations. Philippe Ricord à l'hôpital du Midi, actuel Cochin, Guerre-sans-Fils à l'hôpital des enfants, Philibert Joseph Roux et Philippe F. Blandin à l'Hôtel-Dieu, Velpeau à la Charité devenu avec l'expérience un inconditionnel de L'. Anesthésie, Pierre Gerdy sur lui-même, Vérégnaux sur des animaux à Alfort sans oublier la province. Les chirurgiens Joseph-Pierre Pétrequin et Le Riche à Lyon 44, Landouzy à Reims, Charles Cédillo à Strasbourg et plus loin encore, Mal à Alger etc. Tous, semaine après semaine, rapportent leurs exploits. Hier j'ai éthérisé. Ce matin j'ai engourdi. Les expériences vont bon train et les adeptes de l'auto-administration, médecins, chirurgiens, étudiants, décrivent complaisamment les sensations éprouvées et les répètent à l'envi. À la Charité, un docteur américain donne des représentations, probablement pour convaincre les malades, répétant un grand nombre de fois l'expérience sur lui-même 45. Un docteur américain donne des représentations à la clinique de Velpeau, avec l'appareil de Morel-Lavallée. Après 4 à 5 inspirations, il perd la sensibilité à la douleur en conservant celle du tact et toute son intelligence. Il sent lui-même l'effet de l'éthérisation, il en indique les progrès et annonce le moment où l'on peut impunément lui piquer et transpercer la peau. Alors on peut le pincer, le piquer sans qu'il ressente la moindre douleur. Dans les hôpitaux de Paris, les administrateurs s'étonnent des essais qui ont été entrepris sans qu'on les en ait avertis 46. Le Conseil, après avoir entendu plusieurs de ses membres, renvoie à l'examen d'une commission composée de MM. Orfila, Dubois, M. Lepelletier donnait l'examen des questions soulevées par la communication dont il vient d'être entretenu. Lepelletier d'Aulnay était auditeur de première classe au Conseil d'État. Les chirurgiens, comme les physiologistes et les vétérinaires, travaillent sur l'animal. Ils décrivent la période d'excitation qui précède l'anesthésie proprement dite.
Les médecins de la société allemande observent méthodiquement la durée et les réactions circulatoires que l'éther provoque sur eux-mêmes. 47. Tous découvrent les bienfaits de l'anesthésie. Elle permet une meilleure chirurgie, moins rapide, plus soigneuse, facilitant la réduction des fractures et luxations grâce à la résolution musculaire. Alors qu'initialement on engourdissait le patient et que dès qu'il perdait conscience, on suspendait l'inhalation et l'on opérait, on se rend compte que l'on peut reprendre l'inhalation et la prolonger presque ad libitum. Joseph Charrière, qui a mis au point le premier appareil français, avec valve inspiratoire et expiratoire d'après les indications de Fischer, sort bientôt un nouvel appareil où l'on peut régler l'admission de l'air 48. Il le rend portatif en réduisant ses dimensions, avec pour avantage qu'on peut le tenir dans le creux de la main, ce qui, par un effet thermique, facilite l'évaporation. Il réalise les projets de nombreux chirurgiens, Georges Lueur, Maisonneuve, Morel-la-Vallée, Blanchet, Cloquet, Mestre, Jules Roux de Toulon, etc. On réalise également un appareil pour l'administration rectale de l'éther 49 qui par cette voie aurait la même efficacité que par la voie pulmonaire. Et dira Magendie 50. Ces appareils se multiplient avec une prodigieuse activité, les tables de l'Académie en sont encombrées. Un premier ouvrage est publié en avril. C'est le guide du praticien dans l'administration des vapeurs d'éther par M. Delabarre fils, médecin dentiste à l'hôpital des Enfants Trouvés. Fort de son expérience portant sur une centaine de cas, il recommande une technique stricte mettant à l'abri des accidents toujours possibles en raison de la paralysie de la glotte, jeûne, position allongée, maintien de la tête, surveillance de la respiration. La contre-attaque de Magendie. Les réserves exprimées dans les premières semaines de janvier s'estompent. L'adhésion devient générale lorsqu'un physiologiste reconnu, François Magendie, à l'Académie des sciences le 1er février 1847-51, se lève et parle comme si ce n'était que d'aujourd'hui qu'il eût entendu parler des merveilleux effets de l'éther. Il n'est jamais moral d'enivrer un homme, cette ivresse est d'une nature inconnue. L'emploi de l'éther, s'il donne l'insensibilité, peut-être les chirurgiens en deviendront moins attentifs. Vous lui ôtez au malade la conscience de son être, vous le livrez entièrement aux personnes qui l'entourent. Ne serait-il pas prudent de s'abstenir de ces publications anticipées ? Ce n'est point un moyen d'ôter aux malades leur douleur qui doit occuper l'Académie des sciences, que lui importe qu'il souffre plus ou moins. Cette communication soulève de toutes parts de l'agitation et des murmures dans la savante assemblée. Magendie se rend compte qu'il est allé un peu loin. Dans les pages qu'il rédige lui-même pour le compte-rendu officiel de l'Académie, Magendie a omis le passage « Qu'importe à l'Académie », mais trop tard. La petite phrase a été notée par le correspondant d'une gazette médicale et reprise dans tous les journaux. Le Charivari s'empare de l'événement et ironise. Pourquoi diable M. Jackson s'avise-t-il de découvrir quelque chose sans M. Magendie ? En fait, le tort de Magendie est d'avoir porté la querelle sur la place publique et d'avoir évoqué dans une lettre adressée au journal des débats, en quelque sorte le Monde de l'époque, des faits aussi graves qu'affligeants. 52. Dans la séance suivante, Magendie présente une manière d'excuse. 53. Mes paroles ont été empreintes d'une certaine vivacité. J'ai été empêché de garder le calme et la modération. Mais si je suis disposé à faire toute concession quant à la forme, je n'ai malheureusement rien à retrancher de ce que j'ai avancé au fond. On ne peut en effet dénier à Magendie sa rigueur lorsqu'il réclame du recul avant une publication, une vérification des faits, des évaluations. Quant aux faits graves et affligeants, il s'agissait entre autres d'une amydalectomie qui, du fait d'une hémorragie dans les suites immédiates, avait donné quelques frayeurs à l'interne mais pas à son chirurgien Velpeau, qu'une ou deux syncopes n'impressionnaient pas. Toutefois, on peut reprocher à Magendie, qui avait pourtant à son actif une œuvre physiologique considérable, voire chapitre 1, de ne pas avoir expérimenté l'éther dans ses propriétés anesthésiques. Il ne rapporte qu'un seul essai, postérieur à la discussion du 1er février, qui se solde par de l'agitation et un certain degré d'insensibilité de surface. 54. En dépit de cette contribution minimale, il accuse sévèrement les chirurgiens d'avoir expérimenté directement sur l'homme. Un autre censeur est Jules Guérin, chirurgien orthopédiste à Necker et rédacteur de la Gazette médicale de Paris. 55. Dans l'éditorial de son journal, il stigmatise
Les esprits brouillons et maladroits, dont l'unique espoir est de voir leur nom cité dans un journal ou colporté dans les salons. Suit tout un programme, vérifier le fait, en préciser les conditions et les lois, quelle quantité d'éther, quelle voie d'administration, quel terrain, quel résultat et ensuite seulement déterminer la théorie et la signification physiologique. L'œuvre des physiologistes. Flourens. Ce travail de recherche méthodique devait être entrepris par des physiologistes, Serre, François-Achille Longet, J. P. Flourens et bien d'autres encore, en province comme à Paris. Ainsi, à la séance du 5 avril de l'Académie des sciences, on ne compte pas moins de 6 communications portant sur des recherches sur l'animal. Charles Dufay de Blois, Deschamps d'Envalon, Revel de Chambéry, Lemaître de Rabodange, Dupuis de Paris, Duval, 56. Tandis qu'en Angleterre, on doit pratiquement au seul John Snow les premiers travaux sur l'éther. En France, une multiplicité de publications éclora en cette première année de l'éthérisation. L'éditorialiste de l'Union médicale reconnaît, non sans quelque fierté 57. Si la découverte n'a pas été faite en France, c'est en France qu'elle recevra sa consécration véritablement scientifique. Dès la séance du 8 février à l'Académie des sciences, Flourens rend compte de ses premières expérimentations. Après avoir plongé l'animal dans un état d'insensibilité, il observe les effets spécifiques de l'éther sur les différentes structures nerveuses et ayant mis la moelle à nu, montre son effet progressif, fonction de la dose et de la durée, d'abord sur les racines postérieures sensitives, nerfs du sentiment, puis sur les antérieures motrices, nerfs du mouvement et sa réversibilité 58. Étienne Auguste Serre, 1824 à 1860, de son côté étudie les effets directs de l'éther sur les nerfs 59 le 22 février. Flourens montre que les fonctions de la moelle allongée, entendez le bulbe, subsistent et que le centre respiratoire qu'il a appelé le nœud vital survit après la suspension de l'activité médulaire. À la séance du 8 mars 60, il démontre qu'en poursuivant l'inhalation, au-delà de l'extinction des fonctions de la moelle, l'éther agit enfin sur la moelle allongée et quand il en est venu là, il éteint la vie. L'éther agit donc successivement sur le cerveau, lobe ou hémisphères cérébraux, sur le cervelet, sur la moelle épinière, sur les 2 ordres de racines de cette moelle, sur la moelle allongée et en agissant ainsi il trouble, il éteint successivement l'intelligence, l'équilibre des mouvements, la sensibilité, la motricité, la vie. C'est dans cette même séance qu'il annonce ses essais avec d'autres éthers et avec le chloroforme, qui agit de la même manière que l'éther sulfurique bien que plus rapidement. Enfin, il différencie nettement l'éthérisation de l'asphyxie. Malgré l'analogie apparente. Dans l'asphyxie ordinaire, le système nerveux perd ses forces sous l'action du sang noir privé d'oxygène, et dans l'éthérisation, le système nerveux perd d'abord ses forces sous l'action directe de l'agent singulier qui la détermine. Ce débat fondamental a déjà été évoqué à l'Institut. Pour Robin, l'anesthésie est due à l'anoxie, il faut la combattre par l'oxygène qui de ce fait devient l'antidote de l'éther 61. On reviendra sur ce problème ultérieurement, quand on s'interrogera sur le mécanisme des accidents dus ou attribués au chloroforme. Le problème, c'est que la cyanose est généralement comprise comme un des signes cliniques de l'anesthésie, et le signe du stade chirurgical de l'anesthésie est, dans ses premiers mois de l'éthérisation, l'apparition d'une respiration stertoreuse. Flourens aura tout de même un contradicteur. L'aliéniste Jean-Baptiste Parchap 62. La succession graduelle des effets de l'anesthésique ne paraît pas à ce dernier spécifique. Les effets de l'éther ne diffèrent pas, quant à l'ordre de leur succession, des effets que produit toute cause qui tue graduellement le système nerveux. Ce médecin avait étudié l'action de l'éther sur l'animal, selon différentes voies d'administration, orale, rectale, pulmonaire et selon diverses posologies. Les premiers accidents. À Auxerre, on se tait pendant des mois. On conçoit que dans ces conditions, il puisse y avoir quelques accidents. Curieusement, ils sont rares. On a vu l'inondation trachéale après amydalectomie, mais finalement, grâce à la brièveté de l'anesthésie et de la chirurgie, tout rentre dans l'ordre. La question fondamentale est posée par le chirurgien Philippe Frédéric Blandin, qui a travaillé avec le physiologiste Longet. La mort peut-elle être le résultat de l'inhalation ?
Ce fatal événement arrive-t-il bien loin de l'époque où la sensibilité a été abolie? De ses expériences sur des lapins, il retient qu'ils sont à 4, 6 ou 8 minutes de la mort lorsqu'ils sont arrivés à la période de l'ivresse éthérée. Jean Zulema Amusa, physiologiste et chirurgien qui expérimente sur des chiens et des lapins, constate que la poursuite de l'inhalation entraîne toujours la mort de l'animal. Son opinion est contraire à celle de Florence, puisque le sang est noir, c'est que l'éther entraîne l'asphyxie 64. Le vétérinaire Thomas-Eugène Renaud n'a pas observé de tels faits. Il faut mettre en cause le mode d'administration, air renouvelé ou atmosphère confinée. Dufay, cité plus haut, est d'un avis contraire à celui d'Amusa et expose très clairement le résultat de ses expériences. La vapeur d'éther inspirée pénètre avec l'air dans les vésicules pulmonaires et n'empêche pas l'hématose d'avoir lieu, car le sang conserve sa couleur normale et sa coagulabilité. Il ne devient noir que si l'animal respire dans un appareil qui ne communique pas avec l'air extérieur. Jobert s'interroge sur des décès tardifs, érysipèle, pneumopathie, dont l'allure clinique et l'évolution particulièrement rapide sont liées, selon lui, à l'effet congestif de l'éther. Dans sa thèse publiée au cours de l'été 47, François-Joseph Lache fait état de 14 décès dont les cas de Jobert et retient 9 décès qui pourraient être vraiment attribuables à l'éther. Un cas de mort subite va appuyer la thèse de Blandin. Il survient à Auxerre, en juillet 1847, mais n'est publié que quelques mois plus tard. Je viens de lire dans un journal de médecine et de chirurgie un fait que je connaissais depuis plusieurs mois, mais dont je n'avais pas parlé, l'observation n'ayant pas été publiée. Déclare l'éditorialiste de la Gazette des Hôpitaux 65. Il s'agit indiscutablement d'une asphyxie, chez cet ouvrier bavarois d'une constitution assez robuste. Pour accélérer l'induction, on a ouvert largement le robinet de l'appareil de Joseph Charrière 66. La respiration s'accomplissait, haute, lente mais exempte de râle. La face était d'un rouge violacé. L'incision n'avait donné issue qu'à une petite quantité de sang noir, qu'on s'aperçut de la décomposition des traits devenus violacés et de la lenteur de la respiration. Le pouls touché en ce moment pour la première fois était mou, plein et très lent. Tout à coup il cessa de battre, tout était fini. L'explication avait été fournie a priori à l'Académie de médecine. Jean-Louis Lassaigne avait montré que l'introduction d'une petite quantité d'éther dans l'air réduisait la teneur en oxygène en fonction de la température, l'oxygène passant de 17,2% à 8 degrés Celsius à 13,5% à 15 degrés Celsius 67. L'air éthéré peut être tout à fait impropre à la respiration et produire en peu de temps l'asphyxie. Une autre voie autorisée, celle du chimiste César Després à l'Académie des sciences, est encore plus explicite et propose le remède 68. L'air respiré par les malades soumis à l'action de l'éther renferme seulement la moitié de l'oxygène contenu dans l'air ordinaire, car à la température de 20 degrés, la force élastique de la vapeur d'éther est environ égale à la moitié de la pression moyenne de l'atmosphère. Si on doublait la quantité d'oxygène en ajoutant à l'air une quantité d'oxygène égale au 1/5 de son volume, l'air respiré serait aussi riche en oxygène que l'air ordinaire et les chances d'asphyxie seraient diminuées. C'est vers cette époque que Delabarre fils réédite son mode d'emploi de l'éther, en insistant sur les accidents et leur prévention. En voici le titre complet 69. Éther et éther chloroformique. Méthode d'éthérisation par le chloroforme et l'éther sulfurique, expliquant les différentes causes des insuccès et des accidents nerveux qui se manifestent quelquefois pendant l'éthérisation. Moyens à employer pour prévenir ces accidents. Usages non chirurgicaux de l'éthérisation. Très vite on comprend que l'anesthésie peut être utile dans d'autres circonstances que la salle d'opération. On renoue avec les usages anciens de l'éther, mais la commodité de l'administration avec les nouveaux appareils va amener des succès. Ainsi le docteur Armand Jobert, de Dole, Jura, répandait de l'éther sur la tête de ses aliénés pour traiter la folie, mais n'obtenait que des résultats peu significatifs. Avec le nouveau mode d'administration, il a observé des effets qu'il juge suffisamment importants pour devoir les communiquer. Durant l'inspiration des vapeurs d'éther, il pratique une saignée au bras, ou des ventouses scarifiées sur les cuisses. Il espère des guérisons solides 70. Les malades au sortir de l'état comateux gardent un air étonné,
mais ils reprennent peu à peu l'usage de leurs sens, la raison leur revient, la lucidité est meilleure et pour longtemps rétablie. Similia similibus curantur. Le docteur Joseph Moreau de Bicêtre annonce des expériences dans l'épilepsie 71, ces résultats s'apparentent plus à ce qu'on observera un jour dans une cure de Sackel qu'à une sédation. Les convulsions des patients redoublent d'intensité. Cependant la confiance du praticien n'est pas ébranlée. Philibert Joseph Roux à l'Hôtel-Dieu traite un tétanos. Malheureusement le patient, à un stade avancé, meurt asphyxié une demi-heure plus tard 72. Il y a Lucien Jean-Baptiste Baudan, 1804 à 1857, chirurgien militaire, qui veut débusquer par ce moyen les simulateurs cherchant à se dérober à la loi du recrutement 73. Une voussure du dos est ainsi démasquée, une ankylose de hanche s'avère authentique. Cette technique pourrait être utile dans les conseils de révision. La France, prise à témoin dans la querelle américaine de la priorité. Alors qu'en France comme en Angleterre et bientôt dans toute l'Europe continentale, les éthérisations se multiplient, Charles Jackson et Morton puis Horace Wells s'entredéchirent pour la reconnaissance de la priorité de l'invention et des bénéfices qui s'y rattachent. Ils prendront à témoin les Français. Le pli cacheté de Jackson ouvert à l'Académie des sciences le 18 janvier, à défaut d'avoir initié l'anesthésie chirurgicale en France, a produit son effet. Élie de Beaumont souligne la renommée de Jackson et insiste sur ses titres scientifiques qui recommandent sa découverte à l'attention de l'Académie 74. Pour les savants français, la découverte de l'anesthésie est bien due à Jackson. Pourtant Horace Wells, qui se trouve à Paris à ce moment-là, écrit en février à l'Académie de médecine 75 et à l'Académie des sciences 76, pour revendiquer sa priorité. La découverte que j'ai faite ne consiste pas uniquement dans l'emploi de l'inhalation de l'éther, mais dans le principe même qui établit la possibilité de la production de l'insensibilité par l'usage de divers agents tels que gaz protoxyde d'azote, vapeur d'éther sulfurique, etc. Élie de Beaumont 77 soutient que le véritable bienfaiteur de l'humanité est bien Jackson, celui qui le premier a engagé un dentiste à essayer d'extraire une dent à une personne placée sous l'influence de l'état particulier que produit l'inhalation de la vapeur d'éther. Wells devra se contenter d'un hommage post-mortem de la Société médicale de Paris. En fait, l'annonce de la mort de Wells ne parvint à Paris qu'après cet hommage rendu, et d'une statue édifiée au siècle suivant sur la place des États-Unis à Paris, figure II4. Figure II4 statue de Wells à Paris, élevée à la suite d'une souscription par une association franco-américaine de dentistes. Sur une face latérale du piédestal a été sculptée en bas-relief l'effigie de Paul Bert. Jackson persiste et signe. Chargé d'une communication sur les propriétés anesthésiques de l'éther sulfurique à l'American Academy of Sciences, il publie sa conférence et l'expédie à Paris, avant même de l'avoir lue devant les académiciens américains. Ceux-ci, mettant en doute pour la première fois l'honnêteté de Jackson, refusent de publier son texte dans leur compte-rendu. Mais une fois de plus, Jackson conforte sa position auprès des académies françaises qui ont reçu son texte autour du 20 mars 78. La réplique de Morton, c'est une lettre envoyée à l'Académie des sciences de Paris, reçue en mai, et un mémoire adressé à l'Académie de médecine et signalé en novembre seulement dans sa rubrique « Ouvrages reçus », Mémoire sur la découverte du nouvel emploi de l'éther sulfurique par W.T.G. Morton de Boston. Paris 1847, I de 60 p. Figure I5. Le consul de France à Boston s'émeut de l'usurpation de Jackson. Il écrit au ministre de l'Instruction publique, le priant de bien vouloir communiquer aux académies le contenu de sa lettre 79. On en fait la lecture le 21 septembre à l'Académie de médecine. Je joins des publications adressées par M. Gray et Edward Warren, le fils de John Collins Warren qui avait accueilli Morton, mettant hors de doute qu'au Dr W.T.G. Morton revient tout l'honneur de cette découverte, suit le récit succinct de la prise de brevet par Morton et de l'attitude de Jackson. Jackson qui avait si peu confiance dans l'efficacité de l'éther qu'il céda tous ses droits à cette découverte au Dr Morton, moyennant la somme de $500. On remarquera combien l'argent était présent dans toutes ces démarches. Né dans les froliques parties et les foires du Nouveau Monde, lancé par d'obscurs dentistes,
répandue dans le monde occidental par des émissaires chargés de protéger les brevets et de distribuer des appareils. À tous égards, cette invention est bien américaine. Il faut souligner aussi que ce sont les sociétés savantes françaises, Académie des sciences, Académie de médecine, que les Américains prennent pour arbitres de leurs conflits. À cette époque encore, c'est de Paris que l'on attend la consécration. Figure I5. A. Monument élevé à Boston, où l'on peut lire, pour commémorer le fait que la découverte de l'inhalation de l'éther entraînant l'insensibilité à la douleur a été prouvée pour la première fois au monde au Mass General Hospital de Boston en octobre 1846. Le nom de Morton n'est pas cité. B. Publication en France du mémoire de Morton. L'anesthésie, quoi qu'on en dise ou qu'on en écrive, s'impose définitivement. En octobre 1847, alors que personne ne se doute que dans moins d'un mois le chloroforme va supplanter l'éther et amener une deuxième révolution anesthésique, l'éther est utilisé dans tous les centres chirurgicaux de France, même dans les hôpitaux les plus modestes, à Gaillac, à Montbrison 80. Des centaines de communications ont vu le jour. Pour la seule Gazette des hôpitaux civils et militaires, on en dénombre 66. Certaines tentent de mettre en garde contre les accidents 81. Pour ne pas faire obstruction aux autres publications, les académies ont été obligées de constituer des commissions de l'éther. Celle de l'Académie de médecine ne se réunira pas pendant 6 mois et comme le dit Ravel-Peau à propos du chloroforme, créer une commission c'est vouloir qu'on n'en parle plus. Il n'empêche, l'anesthésie chirurgicale est définitivement admise. Paradoxalement, certains chirurgiens semblent s'en excuser. Est-ce la prudence de Magendie qui les oblige à tenir des propos si éloignés de leur pratique ? À la rentrée scolaire de 1847 à 48, Philibert Giroux, qui a été un des plus fervents praticiens à utiliser l'éther, a choisi comme thème de son cours d'ouverture à l'Hôtel-Dieu, de la douleur au point de vue chirurgical. Ce sujet m'est inspiré par la grande découverte de cette année, ce fait de l'éthérisation est de la plus haute importance. Supprimer la douleur, c'est répondre à un des sentiments les plus vifs, les plus puissants, les plus impérieux de l'humanité. Cependant, la douleur est presque inséparable de nos opérations. C'est un remède amer. Mais il est des cas où il faut faire souffrir l'homme, et un grand nombre de médications tirent une part de leur vertu de la douleur même qu'elles déterminent. Le dogme de la douleur utile est toujours fortement affirmé, et l'on doit réserver l'anesthésie aux cas extrêmes. Cette restriction, on l'a vu, est déjà complètement dépassée dans la pratique quotidienne. Mais les arguments de Roux retrouveront tout leur poids lorsque le chloroforme, régnant sans partage dans les salles d'opération, provoquera les premiers accidents mortels. Peu nombreux seront alors ceux qui auront la sagesse de revenir à l'éther. Mais, considérée comme un des progrès les plus marquants de ce siècle, l'anesthésie a définitivement gagné. Abandon de l'éther, une éclipse qui durera 50 ans. Et en effet, l'éther est abandonné par presque toutes les écoles de chirurgie, sauf celle de Lyon et nous verrons que pour Paul Didet et Joseph Pétrequin qui avaient eu connaissance d'accidents chloroformiques mortels, il n'était pas possible de continuer à se servir de cet agent. Mais pour sauver le chloroforme, on s'efforça de discréditer l'éther. Lui aussi donnait des accidents mortels. On publia sous le titre Funestes effets de la vapeur d'éther un article paru en Angleterre 83, dans un traité de thérapeutique. Trousseau déclarera, en 1858, que l'éther et le chloroforme offraient les mêmes dangers. On rappela que dans un traité d'anesthésie, le chirurgien de Montpellier, Étienne Frédéric Buisson, avait fait état de 5 morts par l'éther. Dans son livre, Buisson s'efforçait de départager les mérites respectifs de l'éther et du chloroforme, figure I6. Le danger attaché à leur emploi ne tenait pas au nombre d'accidents, bien qu'il fût supérieur avec le chloroforme, mais à la soudaineté de ceux-ci, et l'auteur déconseillait le chloroforme pour les interventions mineures. Mais Didet, qui avait analysé le traité pour un journal, soulignait l'espèce de contradiction, où à son insu il s'est laissé entraîner en voulant faire de la conciliation. C'est l'aveu on ne peut plus explicite des chances fatales, impossibles à détourner avec certitude, qui pèsent sur les chloroformisés. Et se félicitait qu'à Lyon à cette date, tout le monde, sauf Antoine Bouchacourt, était revenu à l'éther 84. Cependant,
Malgré une campagne active des Lyonnais en faveur de l'éther, l'engouement pour le chloroforme se maintint. Figure II6. Buisson et son traité. En 1853, le professeur Forget, au cours de la discussion de Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.